Je voulais être un président normal. Je ne doute pas de l'économie chinoise. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de rencontre. Le 6 mai 2012, François Hollande a été élu président de la République française. Un an plus tard, le président normal cherche toujours à changer une France qui demeure en crise. Vous l'avez compris, aujourd'hui nous allons parler de François Hollande. François Hollande, président de la République française. Né à Rouen, diplômé de l'Institut des sciences politiques, réputé pour être le berceau des présidents de la République. En 1981, il devient à 27 ans conseiller économique de Mitterrand. À 34 ans, il devient député. De 1997 à 2008, il assure pendant 11 ans la fonction de premier secrétaire du Parti socialiste. Le 6 mai 2012, il remporte, face à Nicolas Sarkozy, l'élection présidentielle française. Après avoir été élu président de la République, les médias ont attribué à François Hollande le surnom de président normal, ce qui n'est pas pour lui déplaire. Il n'est pas de grande taille, respire la bonhomie, s'habille simplement et aime conduire dans la rue de Paris son scooter à 3 roues, avec lequel il s'est rendu au travail pendant de nombreuses années. Avant l'élection de 2012, il s'est vu comparé à un livreur de pizza et même au Parti socialiste, certains s'inquiétaient qu'il ne présente plus les images de directeur que de président. Cependant, lors de l'élection présidentielle de 2012, tout ceci s'est transformé en qualité. Hollande aime être au contact des gens ordinaires et quand il visite des usines, il aime s'entretenir avec des ouvriers. Pendant la campagne présidentielle, il répétait souvent qu'il était monsieur normal, afin de se démarquer de son rival Sarkozy, amateur de montres et de trains de vie luxueux. La fortune de la famille Hollande, publiée en 2012, s'élève à 1 170 000 €, avec un crédit de 250 000 € à rembourser. Par ailleurs, Hollande ne possède aucune action, ni objet de valeur, ni voiture à son nom. Sa normalité a fait accéder François Hollande à la présidence de la République, une normalité dont il a une perception très personnelle. Je voulais être un président normal, c'est-à-dire qui était capable de comprendre et de vivre, autant qu'il est possible, comme chaque Français. Que je n'avais pas à avoir un privilège en particulier. Que je ne devais pas me comporter comme si j'étais dans l'exception. C'est ça que je voulais dire. Mais pour avoir ce comportement, pour avoir cette image, faut-il aussi être pleinement président. Les Français, ils veulent un président qui puisse décider, agir, mais qui puisse le faire aussi sans qu'il soit besoin de se comporter comme un monarque. Donc c'est un principe démocratique, la présidence normale. Mais la situation, elle est exceptionnelle. L'Europe vit une crise depuis maintenant 5 ans. Il y a un chômage qui atteint plus de 10% de la population. Donc ce qu'on doit faire à la tête de l'État aujourd'hui, c'est des politiques exceptionnelles. Même si on doit le faire normalement, si je voulais prendre un autre mot que normalement, je dirais démocratiquement. En mai 2012, Hollande entre dans le palais de l'Élysée. Sa victoire est autant célébrée que critiquée. Avant de devenir président de la République, il n'a jamais occupé de fonction ministérielle. Soudain propulsé sur la scène internationale, il est lui alors difficile d'échapper aux moqueries et aux critiques des médias. Quelques heures après son investiture, Hollande se rend en Allemagne pour rencontrer la chancelière Angela Merkel. Lors de la cérémonie d'accueil, François Hollande, sans doute trop nerveux, sort du tapis rouge et bloque le passage d'Angela Merkel qu'il percute maladroitement. Les médias du monde entier sont tous témoins de ce petit accident. Quelque temps plus tard, est également publiée une photo ridiculisant François Hollande, sur laquelle on le voit regarder sa montre dont le cadran a glissé sous son poignet. L'image fait le tour de la presse. Le Point en fera même une couverture. Je pense qu'avec les médias, il faut leur laisser de la liberté. C'est pas facile de vivre avec la liberté.
elle peut se faire au détriment de la compréhension même des événements. Il peut y avoir même une part injuste. Une photo, elle est prise sans que j'ai pu poser, mais ma montre, quelquefois, elle peut tourner. Mais ce qui compte, c'est d'être toujours à la bonne heure. Et ce serait une faute de vouloir penser que ce sont les médias qui empêchent l'action. Les médias compliquent. Les médias, parfois, dénaturent l'action, n'empêchent jamais l'action. Et que les citoyens peuvent être influencés par les médias. Mais à la fin d'une période politique, les citoyens regardent s'il y a eu des résultats ou s'il n'y en a pas. Et ce n'est pas le résultat des ventes des journaux qu'ils regardent, c'est le résultat pour leur niveau de vie, pour leur pouvoir d'achat, pour leurs enfants. Ce sont les seuls résultats qui comptent. Les médias sont des entreprises qui veulent vendre des journaux. Donc la hiérarchie de l'information est aussi une hiérarchie commerciale. Et je ne blâme pas ce fait. Les médias ne sont pas le journal officiel de la République française, avec ma photo officielle. Heureusement que cette période-là, si tant est qu'elle ait existé, est révolue. Parfois, moi aussi, je peux me plaindre de ces excès, parfois de cette violence, y compris lorsqu'il y a des caricatures par rapport à l'action que je conduis, ou même à ma personne. Mais je m'en amuse. Vous savez, je suis dans la politique depuis 30 ans. Si j'avais espéré que les médias m'élisent président de la République, je serais encore en train de lire les journaux. Ceux qui font l'histoire, ceux qui font l'action, la politique de leur pays, ce ne sont pas ceux qui sont dans les commentaires, ceux qui sont dans la décision. Et il faut toujours faire cette part des choses. Les médias, leur devoir, c'est leur honneur, c'est de faire du commentaire. Moi, mon devoir, mon honneur, c'est de transformer mon pays. Contrastant avec un Sarkozy cabotin, la réserve et la modération de Hollande répondent aux besoins de changement des Français, qu'il annoncera en reprenant le slogan utilisé par Obama en 2008, « Le changement, c'est maintenant ». Le changement, c'est maintenant, c'est tout de suite, c'est dimanche. Le changement que nous attendons, le changement que nous espérons, le changement que nous voulons pour la République et pour la France. Merci, merci à tous. François Hollande a fait campagne sur le refus de l'austérité et l'augmentation de l'imposition des plus riches. Cependant, du fait de pressions tant nationales qu'internationales, le gouvernement Hollande met en place des coupes budgétaires. Quant au projet de taxation à 75%, il a non seulement déclenché des menaces d'émigration de la part de certaines célébrités, comme Gérard Depardieu, mais a de plus été rejeté par la Cour constitutionnelle. J'ai un passeport russe que M. Poutine m'a donné. Je suis citoyen français. Mais j'ai le privilège d'avoir ce passeport. Et je peux avoir un passeport monténégrin, toujours en gardant ma nationalité française, parce que, ou une autre nationalité, comme j'ai pensé à la Belgique. François Hollande est résolu à réformer. Cependant, la résistance à laquelle se heurte la réforme est plus importante qu'il ne l'avait imaginé. La réforme, elle est toujours difficile, puisque nous changeons des habitudes, nous mettons en cause des situations, nous prenons à certains pour donner à d'autres, nous forçons un certain nombre d'évolutions dans les comportements. C'est toujours difficile. Ce qu'il faut, c'est que ce soit utile. Et donc, tout l'enjeu de ma présidence, c'est de faire les réformes tout de suite, pour la compétitivité, pour l'emploi, pour réduire nos déficits budgétaires, pour que les Français aient de l'espoir. Le problème aujourd'hui, c'est que les populations en Europe n'ont plus l'espoir de vivre mieux. En Chine, on a l'espoir de vivre mieux, parce qu'on sait d'où on vient.
En France et en Europe, il y a une crise qui a été tellement longue que l'on se pose la question, est-ce qu'on va pouvoir vivre mieux? Alors, ma responsabilité en France et en Europe, c'est de faire des réformes pour qu'on retrouve la croissance, la confiance et la prospérité. Mais là, il y a beaucoup de doutes, et c'est pourquoi nous sommes liés les uns les autres. Les Chinois, vous pouvez regarder les Européens comme étant en difficulté, mais si demain l'Europe ne s'est pas redressée, alors la Chine ne pourra pas se réveiller complètement. Le plus gros problème auquel fait face François Hollande est en réalité l'économie nationale. 10 jours avant sa visite en Chine, des chiffres ont indiqué que la dette publique française s'est élevée à 1 800 milliards d'euros, que le chômage a dépassé les 10% et que l'économie n'a cru de 0,1%. Dans le même temps, la cote de popularité du François Hollande n'a cessé de chuter. Une enquête du Figaro révélait qu'en février, les Français étaient moins de 30% à le soutenir. La voie de la réforme du François Hollande s'avère extrêmement difficile. Lors de la mise en place du train de réforme, les plus grands débats ont concerné l'abandon de l'austérité et l'imposition des plus riches. En Grande-Bretagne, l'Économiste disait de François Hollande, au 2e jour de son élection, qu'il était un ennemi de la réforme et un homme dangereux. Mais face aux critiques et remises en question, Hollande reste serein. En février 2012, un événement bien plus grave lui est arrivé lors de la campagne présidentielle. Alors qu'il parlait des problèmes de logement, une femme est montée sur scène et lui a lancé un sac de farine, le recouvrant de poudre blanche. Cependant, François Hollande est resté calme face à cela, déclarant avec humour qu'il n'avait nul besoin de changer de garde du corps et qu'il s'agissait là des risques du métier. Nous avons 2 réformes difficiles en France. La première, nous l'avons engagée, c'est améliorer la compétitivité de nos entreprises, être plus performants, avoir plus de technologie et avoir une vie au travail qui puisse être plus souple et en même temps plus protectrice, parce que nous avons trop de chômage en France et en Europe. Et la deuxième réforme, c'est celle des retraites, c'est-à-dire l'allongement de la vie qui fait que nous sommes amenés à demander à nos compatriotes qui sont plus âgés, soit de retarder le moment de leur départ, soit d'avoir moins de revenus qu'ils n'avaient imaginé en disposer. C'est une réforme de solidarité dans les 2 cas. Solidarité entre ceux qui ont un travail et ceux qui n'en ont pas. Et il faut qu'il y ait plus de personnes qui soient au travail. Solidarité entre une génération, la génération qui part à la retraite, qui est plus âgée, et la génération qui travaille. En France, nous sommes très attachés à cette notion de solidarité entre les catégories sociales, entre les générations. Le 25 avril 2013, François Hollande se rend à Beijing avec l'avion présidentiel. C'est la première fois qu'il foule le sol chinois. Cette visite éclair de 37 heures a naturellement passionné les médias du monde entier quant au nouveau réchauffement des relations sino-françaises. Le 25 avril 2013, sur l'invitation de Xi Jinping, François Hollande se rend à Beijing en visite d'État, devenant le premier chef de l'État d'une grande puissance européenne à se rendre en Chine depuis le changement de l'équipe dirigeante chinoise. Était également présente Martine Aubry, représentante spéciale pour les relations économiques avec la Chine, qui a déclaré au journal du dimanche « Entre la France et la Chine, il y a toujours eu une relation particulière, une relation quasi affective. La Chine a toujours regardé la France comme une terre de culture et nous la regardons comme une grande civilisation. » Les premiers contacts entre la France et la Chine remontent au XIIIe siècle, avec la mention suivante dans un carnet de voyage. Ce que l'on appelle le pays de la soie est en réalité la Chine. La France du XVIIIe siècle, voire le mouvement rococo dans son entier, faisait la part belle aux influences chinoises. À cette époque, la France incorporait des éléments de style chinois dans ses costumes et décorations d'intérieur. Mais c'est à l'époque moderne que les relations entre la Chine et la France sont devenues plus fréquentes. En 1964, sous le général de Gaulle, la France a été la première puissance occidentale à reconnaître la République populaire de Chine. Et dans les décennies qui ont suivi, les relations se sont améliorées. Sur le plan culturel,
Lors de ces 50 dernières années, les grands noms comme Flaubert, Hugo, Balzac ou Stendhal ont fait grande impression auprès des Chinois. Aujourd'hui, les relations économiques entre les deux pays s'améliorent sans cesse. Actuellement, la France est la 4e partenaire de la Chine en Europe et son 2e fournisseur de technologie. La Chine est pour la France son premier partenaire commercial en Asie et son 2e fournisseur mondial de produits importés. Malgré cela, François Hollande ne considère pas son premier séjour en Chine comme une visite commerciale. Je ne veux pas ramener des contrats ou donner le sentiment que je viens faire des affaires. Je viens ramener la preuve de l'amitié entre la France et la Chine. Et les contacts que j'ai eus tout au long de la journée d'hier me confirment que la France, elle compte en Chine moins par son économie, même si elle est présente avec des entreprises, que par sa culture. Et ce qui m'a le plus touché, c'est que le président chinois m'a dit qu'il avait lu Flaubert quand il était jeune étudiant, qu'il avait lu Victor Hugo, ce qui prouve qu'il y a une place ici en Chine pour la France, ce qu'elle représente au plan politique et culturel. Pour les Chinois, la France représente la mode, vêtements, parfums, vins, bonne cuisine et œuvres d'art, autant d'éléments considérés par la majorité comme des produits de luxe. La Chine est devenue le pays qui consomme le plus de luxe, avec environ un quart de la consommation mondiale du secteur. La France, en tant que producteur de produits de luxe, a dû en 2012 40% de ses revenus du secteur aux consommateurs chinois. Le secteur du vin rouge suit le même chemin. Certains se sont même plaints que les Chinois achetant trop de vin, les Français n'en auront bientôt plus assez pour eux. Ainsi, pour montrer l'exemple des réductions de dépenses, François Hollande, qui avait déjà réduit son salaire de 30% et privilégié le train pour ses déplacements, a-t-il décidé de vendre aux enchères une partie des 1200 grandes crues de l'Élysée pour éponger la dette des finances publiques. Il y a 40 ans, un président français, qui s'appelait Georges Pompidou, se moquait de l'image que la France pouvait donner de ses produits, en disant le luxe, la gastronomie, le tourisme, ce ne sont pas des principes suffisamment forts pour une économie. Il avait, pour une part, raison. L'économie, c'est produire aussi des machines, des centrales nucléaires, des avions, de la haute technologie, des produits numériques. Et en même temps, il ne menait pas forcément jusqu'au bout sa réflexion. Parce qu'un pays, il existe aussi par ce qui le caractérise le plus, c'est-à-dire le raffinement, la qualité, le bien-être, le fait qu'on fasse ce qui est le produit du rêve. Le luxe, ce n'est pas simplement l'accès pour une petite partie de la population, c'est le rêve que l'on peut un jour accéder à ces modes de vie ou à ces produits. Donc la France, c'est les deux. C'est à la fois une très grande technologie. Ici, par exemple, en Chine, nous sommes associés pour tout ce qui va de la construction des centrales nucléaires jusqu'au retraitement des déchets. La France, c'est la haute technologie, des chercheurs de très haut niveau, des prix Nobel. La France, c'est aussi des trains qui vont à très grande vitesse. La France, c'est une industrie extrêmement performante pour le numérique. Mais la France, c'est aussi l'agroalimentaire. On voudrait être plus présent encore en Chine que nous ne le sommes. C'est les parfums, c'est la haute couture. C'est ça la France, c'est cette capacité à pouvoir être en avance sur les idées, en avance sur les produits, en avance sur les modes de vie. La première visite de Hollande en Chine a été vue dans les médias occidentaux comme l'occasion d'améliorer les relations commerciales et de rétablir la balance commerciale avec la Chine. Quelques 260 personnes accompagnaient le président. Outre des ministres, 53 industriels, notamment de l'environnement, de l'énergie et de la finance, étaient présents. Mais le partenariat, il doit être aussi économique. Et si nous nous réjouissons de voir constamment le volume de nos échanges augmenter et que nous avons 26 milliards de déficit commercial, ça tient pour une part à nos propres responsabilités françaises. Et donc nous devons, et c'est le sens de la présence de nombreux chefs d'entreprise qui m'accompagnent, être plus compétitifs, plus présents, plus ardents pour
prendre les marchés que le dynamisme de l'économie chinoise nous permet de conquérir. Le deuxième jour de la visite, en présence des deux présidents, Xi Jinping et François Hollande, Airbus a fait signer à une entreprise chinoise une promesse de vente de 60 avions pour une valeur de 8 milliards de dollars. Plus important encore, la finance internationale, qui auparavant ne se souciait guère de la Chine, estime qu'après 4 trimestres de croissance économique en dessous des 8%, la Chine montre des signes évidents de faible reprise. À ce propos, François Hollande a déclaré « Je ne doute pas de l'économie chinoise. Elle a fait en 30 ans une mutation qu'aucun pays, et a fortiori aucun grand pays, n'avait été capable d'accomplir. Ça restera historique dans l'humanité. Alors il peut y avoir une question, est-ce que ça peut durer? Est-ce que le miracle chinois peut encore se poursuivre? Ma réponse est oui, parce que vous êtes un pays continent, 1,3 milliard d'habitants, dont beaucoup n'ont pas encore accédé à des modes de consommation que vivent une partie de la population. Est-ce que ça peut continuer? Oui, parce que vous avez fait des infrastructures, vous avez créé des villes, et que vous voulez en faire des modèles pour la suite de votre développement. Est-ce que ça peut continuer sur le plan du développement durable, de l'environnement? Sans doute pas. Et donc, vous allez être obligé d'investir dans de nouvelles technologies plus économes de l'énergie, plus protectrices de l'environnement. Mais moi, j'ai confiance. J'ai confiance aussi parce que vous avez maîtrisé votre système bancaire. Il n'a pas été touché par la crise de 2008. Ça va continuer parce que vous êtes capable aussi de redistribuer l'argent qui est créé. Et que le pouvoir a bien compris qu'il fallait qu'il y ait une consommation qui se diffuse et une meilleure protection sociale. Et c'est la raison pour laquelle j'incite les entreprises françaises à continuer à venir investir en Chine. Mais il y a une question qui est posée, c'est à la France ou à des pays européens, est-ce que la Chine ne va pas trop vite? Est-ce qu'elle ne va pas capter une partie de notre économie au détriment de l'emploi en Europe? Je ne le crois pas. Si nous avons des règles qui sont bien posées, de la réciprocité, du respect, alors il n'y aura pas de risque. Mais il y a toujours une peur quand un pays réussit aussi vite. Cette peur, elle est dans le pays. Est-ce que ça va pouvoir continuer? Elle est à l'extérieur du pays. Elle peut être en Europe. Est-ce que la Chine ne va pas devenir trop forte? Alors j'essaye, c'est le sens de ce voyage, de lier l'Europe et la Chine. La Chine, elle a besoin d'une Europe qui aille mieux, qui ait plus de croissance, qui ait plus de confiance, qui ait plus de capitaux. Et la Chine, elle doit aussi être pour l'Europe un moteur. Donc elle doit accueillir aussi un certain nombre de produits qui permettront à l'Europe d'être plus dynamique. La France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, qui sont considérés comme les 3 forces vives de l'Europe, connaissent quelques frictions depuis la crise financière de 2008 et a fortiori depuis la crise de la dette en Europe. L'équilibre des stratégies divergentes de ces 3 acteurs a été très important pour l'Europe et pour le monde. Et c'est un problème que connaît bien François Hollande. La France et l'Allemagne sont considérées comme les locomotives de l'Europe. Ce n'est qu'en s'entendant que les deux pays pourront résoudre la crise que traverse l'Europe. Cependant, quand la résolution de la crise va à l'encontre des intérêts personnels, la mécanique de l'entente tend à se gripper. La France préfère la stimulation économique à l'austérité, quand l'Allemagne estime au contraire que l'austérité est la seule méthode viable. Alors maintenant, Mme Merkel, elle va sans doute contester un certain nombre de choix que je présente. Mais c'est ça une négociation. Ce n'est pas l'Allemagne qui va décider pour l'ensemble de l'Europe. Après avoir été élu, François Hollande a voulu réparer les relations franco-allemandes. Le monde entier était affligé de voir que face à la crise de la dette, malgré l'importance des liens franco-allemands, les accidents et les divergences l'emportaient. Le 8 juillet 2012, lors du 50aire de la réconciliation franco-allemande, la photo de l'embrassade de Hollande et Merkel a fait le tour des médias du monde entier. Le Monde publiait même à ce propos que l'économie française est actuellement dépassée par l'Allemagne et qu'il était nécessaire pour les deux pays de retrouver le dynamisme de l'époque de la réconciliation. L'Allemagne a fait ses réformes il y a des années et aujourd'hui elle est sûrement l'économie la plus prospère
de l'Europe. Elle a aussi une population âgée et un taux de chômage plus faible que les autres. Et elle a réussi à équilibrer ses comptes publics, ses comptes budgétaires. Donc l'Allemagne est aujourd'hui moins touchée que les autres pays européens par la crise. Mais ce que j'explique à Mme Merkel, c'est que nous devons stabiliser la zone euro ensemble, c'est-à-dire faire que cette zone euro, avec une monnaie unique, puisse être solidaire, et elle l'a accepté pour la Grèce, pour l'Espagne, pour l'Italie, même pour Chypre. Et donc nous avons trouvé le compromis. Et maintenant, nous travaillons à mettre plus de croissance. J'essaie de la convaincre que nous devons réduire nos déficits publics pour les pays qui se sont laissés aller ces dernières années, mais à faire avec le bon rythme pour que nous ne puissions pas tuer la croissance qui peut aujourd'hui renaître. Donc c'est une discussion qui n'est pas toujours facile, mais qui se termine toujours de la même manière. Vous savez, c'est comme les films. Au début, on pense que ça va être difficile, et puis à la fin, ça se termine toujours bien. Une bonne coopération franco-allemande peut-elle ouvrir la voie d'un nouveau développement européen? Le Royaume-Uni ne le pense pas. En avril 2013, l'économiste publiait « L'Europe est en pleine crise, le mensonge de la gouvernance franco-allemande de l'Europe a été révélé par les différences de leurs indicateurs économiques ». La Grande-Bretagne a rejoint l'Europe il y a 40 ans. Mais ces dernières années, les divergences de points de vue n'ont eu de cesse de croître. Elle s'est opposée à la taxe sur les transactions financières, à l'union bancaire et dit même réfléchir à une sortie de l'Union européenne. Tout ceci a naturellement suscité du mécontentement. Un pays qui a une position qui devrait être privilégiée par rapport à d'autres. L'Europe, c'est un compromis. Chacun doit venir avec ses positions. L'Europe nécessite une bonne entente interne pour pouvoir résoudre sa crise de la dette. Si les critiques acerbes sur l'Union européenne viennent bien souvent du Royaume-Uni, le problème principal reste de savoir quelles relations établir avec le Royaume-Uni. Un problème auquel tous les présidents français ont dû s'attaquer. Le Royaume-Uni n'est pas dans la zone euro et ne veut pas y accéder. Le Royaume-Uni veut même se mettre un peu de côté par rapport à l'Europe. C'est son choix. Et c'est un pays souverain. Il peut en décider. Donc, ce que je demande à l'Angleterre, c'est de ne pas empêcher la zone euro et l'Europe d'aller plus vite sur le chemin de l'Union. En revanche, j'ai de très bons rapports avec les dirigeants britanniques sur les questions internationales, sur les questions de lutte contre le terrorisme, de sécurité, ou par rapport à la Syrie, que nous ne pouvons pas laisser comme ça éclater ou dériver vers une violence et une barbarie. Donc, je respecte le Royaume-Uni, j'ai de bons rapports avec ses dirigeants pour les relations internationales, mais sur l'Europe, je dis à nos amis britanniques, on ne peut pas être un pied dedans, un pied dehors. Il faut être les deux pieds quelque part, sinon on tombe. Lors de cette interview, François Hollande a dit « Je veux être un président normal ». Et il a ajouté « Mon devoir, mon honneur, c'est de transformer mon pays ». Souhaitons à François Hollande que son vœu se réalise et l'amitié sino-française perdure. Merci à tous d'avoir été avec nous. À bientôt.